Un prince belge tente de sauver les forêts tropicales du Congo. Un cauchemar pour les résidents locaux. Bonsoir à tous, bienvenue sur ce live. On va parler du prince Emmanuel de Mérode. C'est quelqu'un que je connaissais pas, mais c'est une personne des plus vieilles familles de noblesse en Belgique. Prince, quoi, c'est un titre. Et cette personne est en train de faire des trucs au Congo et se voit comme le héros du Congo, tandis que les locaux disent que c'est grave un problème et que c'est un colon, quoi. Comme si les Congolais avaient besoin d'un prince belge pour venir les sauver, quoi. Vraiment. Donc à l'est du Congo, un prince belge est aux commandes, Emmanuel de Mérode. Dans son uniforme kaki, il s'adresse à ses troupes. À ce moment-là, plusieurs dizaines de Rangers. Je compte sur toi pour rester avec moi, dit-il avec un accent français prononcé qui trahit à la fois ses nobles origines belges et une enfance au Kenya anglophone. Il s'agit d'une scène de Virunga qui est sortie en 2014, un documentaire Netflix produit par l'acteur Leonardo DiCaprio et l'homme d'affaires Howard Buffett, fils de l'homme d'affaires américain Warren Buffett. Le film, nominé aux Oscars, est un hommage au plus ancien parc national d'Afrique, fondé en 1925 sous la domination coloniale belge et qui célèbre cette année son centième anniversaire. Les Virunga sont un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, connu pour ses volcans actifs et ses gorilles de montagne en danger critique d'extinction. Il y a aussi des lions, des éléphants et des okapis qui se promènent. Follow the Money, un site d'investigation, s'est plongé dans l'histoire improbable d'un prince belge qui mène une bataille apparemment réussie pour protéger les animaux et les personnes dans une zone des plus dangereuses de la planète. Son approche, c'est une tolérance zéro contre le braconnage, couplée à des projets qui devraient apporter plus de bien-être et d'emploi aux résidents locaux. L'Union européenne soutient cette lutte et a versé pas moins de 157 millions d'euros à l'Organisation du Prince au cours des 20 dernières années. D'où vient cette générosité de Bruxelles? Et les résultats sont-ils vraiment aussi encourageants que le prétend le prince? Depuis plus de 30 ans, l'Union européenne est impliquée dans la gestion de la nature en Afrique, avec divers programmes de soutien aux parcs animaliers. Même après l'indépendance de la plupart des pays africains dans les années 1960, la gestion de la nature est restée largement une affaire européenne. Comme le disait Nelson Mandela à la fin des années 1990, c'est un hobby d'homme blanc, alors il faut s'y mettre. Ce faisant, Bruxelles privilégie le soutien aux ONG occidentales, qui s'efforcent de soustraire le plus possible de gouvernements africains à leur contrôle. L'Union européenne les considère comme plus efficaces et moins corrompus, explique un chercheur français qui a mené des audits dans plusieurs parcs naturels africains. La fondation Virunga, dirigée par Emmanuel de Mérode, est l'une des organisations. Les Virunga sont situés dans une zone en proie à des conflits quasi permanents depuis les années 1990, en partie à cause de l'intervention militaire du Rwanda voisin. Le bilan estimé est à environ de 6 millions de morts, principalement dû à la faim. À l'heure actuelle, le mouvement rebelle M23 a reconquis une grande partie de l'est du Congo, y compris une partie du parc. Cette conquête s'est accompagnée de massacres et d'autres horreurs. La direction du parc affirme son engagement à aider les victimes de violences. Le parc fournit de l'électricité et de l'eau potable aux camps de réfugiés et se montre temporairement plus indulgent envers les résidents qui abattent des arbres. Lorsque la paix sera revenue, le parc espère restaurer la forêt. Le parc du Prince belge est aux yeux de beaucoup une véritable bouée de sauvetage, car Emmanuel de Mérode s'engage non seulement pour la biodiversité, mais aussi pour les habitants des environs de la réserve naturelle. Sa mission comprend des projets de développement visant à stimuler l'économie et l'emploi. L'objectif est de réduire la dépendance des populations aux ressources du parc, comme la faune sauvage et le bois, et la nature en bénéficie. Le fer de lance du projet est la construction de 3 centrales hydroélectriques, car l'approvisionnement électrique fiable constitue un problème majeur. Selon le parc, 39 000 foyers sont raccordés au réseau et plusieurs dizaines d'établissements, dont 3 écoles et 5 hôpitaux, bénéficient d'une électricité gratuite. L'Union européenne a financé en majeure partie les coûts à hauteur de 60 millions d'euros. De plus, de petites usines de fabrication de savon et de chocolat ont été construites, ce qui, selon les autorités du parc, a créé plus de 12 000 emplois. Environ 10% de ces emplois auraient été attribués à des anciens miliciens qui ne sèment plus la terreur. Le prince apporte donc la prospérité et la stabilité, a-t-il lui-même affirmé dans Trends. Mais dans les villages, mais, mais dans les villages et les villes environnantes, le son est différent. En pratique, les projets de développement sont peu importants et la fermeté des gardes contribue à la violence. Follow the Money a interrogé 20 sources locales, toutes négatives à l'égard de la gestion du parc.
Le parc est un cauchemar pour nous, résume François Camaté, militant écologiste. Il n'y a pas de dialogue constructif entre le parc et les résidents. Il en résulte une tension permanente. De nombreuses plaintes portent sur la rareté des terres agricoles dans la zone densément peuplée proche du parc, où vivent quelques 5 millions de personnes. Les limites du parc ne sont donc pas toujours aussi claires et donc sont contestées. Les agriculteurs créent des champs en bordure du parc, mais les gardes les détruisent sous prétexte qu'ils se trouvent à l'intérieur du parc. Ah ouais. Presque toutes les sources ont confirmé que ce phénomène se reproduit régulièrement. Les médias locaux ont rapporté un incident survenu au nord du parc en mars dernier, au cours duquel les gardes forestiers ont arrêté 13 agriculteurs. Ça provoque des protestations au sein de la population. En théorie, de nombreux habitants sont satisfaits des centrales hydroélectriques. Ce sont des projets de développement visibles et prestigieux. Cependant, la promesse d'une électricité gratuite ou à bas prix ne s'est pas concrétisée pour la plupart d'entre eux. Tiens, tiens, tiens. Les coûts sont trop élevés et de nombreux villages ne sont même pas raccordés au réseau. Une excellente idée, déclare Sematumba. C'est malheureusement mal mis en œuvre. Les conflits entre les animaux sauvages et les habitants, parfois mortels, constituent également un problème persistant. Et lorsque les éléphants et les hippopotames détruisent les champs, les agriculteurs sont autorisés à tenter de les chasser, mais pas à les tuer. La direction du parc affirme qu'il existe un système d'indemnisation, mais les habitants affirment que les dommages matériels sont rarement indemnisés. Et les promesses en l'air se multiplient, rapportent les habitants. On entend sans cesse dire que les villages bénéficieront de nouvelles routes, d'écoles, d'une clinique, mais on ne les voit pas, explique le podcasteur Joseph Tsongo. La plupart des habitants ne remarquent pas grand-chose des emplois créés par le parc dans les petites usines. Que représentent les 12 000 emplois pour une population de 5 millions d'habitants? Plusieurs habitants ont commencé à évoquer le passé colonial. Nos ancêtres ont été chassés de leurs terres sans compensation pour faire place au parc, explique Luambo Mupuni, président du conseil territorial de la jeunesse de Massissi, une organisation de jeunesse qui représente les jeunes du sud du parc. Notre parc est désormais sous la direction d'un prince belge. Cela signifie-t-il qu'il appartient toujours au patrimoine belge? Le prince souligne qu'il a été nommé par les autorités congolaises, ce qui, selon un porte-parole du conseil d'administration, est à l'opposé d'une fonction datant de l'époque coloniale. Néanmoins, Emmanuel de Mérode estime qu'un Congolais devrait occuper ce poste, mais il affirme lui-même que ce n'est pas sa décision. Tiens, ah oui, donc le type, il est président du parc, et il dit, ah oui, mais ça serait vraiment mieux que si un Congolais était président du parc, mais bon, voilà, maintenant c'est moi le président du parc, donc bon, qu'est-ce que vous voulez que je fasse, hein, ma bonne dame? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? N'importe quoi. Et qu'en est-il de la contribution du parc à la sécurité et la stabilité dans la région? Ça aussi semble illusoire, car divers groupes armés pourraient s'y cacher. On estime qu'au moins 1500 combattants y résident, donc dans le parc. Le M23, le groupe rebelle qui occupe aujourd'hui une majorité partie de l'est du Congo, s'y est également caché pendant plusieurs années. Des gardes forestiers et l'armée congolaise semblent incapables de chasser les groupes armés du parc. Les gardes du parc national de Virunga sont une force civile dont le mandat légal se limite à faire respecter les lois de conservation, répond le parc. Leur mission n'est pas de neutraliser les groupes armés. L'écologiste politique Esther Maren de l'Université de Wageningen et la géographe politique Judith Verweyen de l'Université d'Utrecht mènent depuis plus de 15 ans des recherches sur Virunga et ses environs dont elles ont rendu compte dans plusieurs articles. Selon Maren, une grande partie de la population considère le parc comme une entité distincte, échappant à l'autorité congolaise. La direction du parc est responsable du maintien de l'ordre et des questions de sécurité, des compétences que les États souverains ne sous-traitent généralement pas. Nous créons une sorte d'État dans l'État. Selon Maren et Verweyen, l'approche adoptée par le parc de Virunga illustre la militarisation de la gestion de la nature, où la lutte contre le braconnage est présentée comme une guerre. Il s'agit souvent d'exploitants forestiers, de petits chasseurs ou d'agriculteurs qui cultivent illégalement des terres. Les gardes forestiers se rendent parfois coupables d'une violence excessive. Il y a un an, une jeune femme a été abattue dans le village d'Ivingu, mentionné plus haut, prétendument parce qu'elle voulait mettre fin à la relation avec un garde forestier. Un jeune homme qui l'avait défendu a été blessé. Selon la direction du parc, le garde forestier est décédé avant que l'affaire ne soit portée devant les tribunaux. Les gardes forestiers se comportent comme s'ils étaient des chefs et sèment la terreur, explique Augustin Kasereka, originaire du même village. En 2020, Judith Verweyen, Javier Mourairi et Esther Maren ont dressé un bilan des victimes de violences commises par le personnel du parc entre 2010 et 2019.
Selon leurs sources, au moins 35 morts et 6 blessés ont été recensés durant cette période. Ils ont également recensé au moins 9 viols et 10 cas de torture. Le parc ne commande pas le nombre de civils tués par les gardes forestiers. Donc, on a l'est du Congo qui est en feu et en sang. Il y a des groupes armés dans tous les sens. Et nous, on a un prince belge qui se croit chef dans un parc, qui a des milices armées, soi-disant pour lutter contre le braconnage, mais qui commettent des viols, qui ont tué plus de 35 personnes, blessé d'autres personnes, mais comme si le Congo avait besoin de ça, quoi. Comme si le Congo n'avait pas assez d'emmerdes sans que des princes belges viennent faire leur petit truc de chef, leur petit truc de colon dans ces pays, quoi. Allez, foutez le Congo tranquille, quoi. Il y a déjà assez de soucis au Congo, quoi. Arrête. Genre, je trouve ça dingue, quoi. 9 viols, 10 cas de torture, 35 morts par des gardes forestiers sur la population locale dans ce parc, quoi. Sous l'autorité d'un prince belge. Il n'y a pas un truc qui cloche là-dedans, quand même. Au Congo, on est au Congo, et il y a un prince belge qui laisse ses gardes forestiers violer, torturer et tuer des Congolais et Congolaises. Mais il n'y a personne qui se dit qu'il y a un problème et qu'il faut arrêter de faire ça et dégager ce prince de là, quoi. C'est horrible comment on dirait qu'il parle d'un chef d'État à la tête de son pays indépendant. Ben exactement, ouais, c'est ouf. La dernière fois qu'un prince belge s'est fait son petit jardin privé dans la région, on sait ce que ça a donné. Ben exactement, ouais. Accusation de viol et tentative de meurtre. Donc, le cas d'Innocent est frappant. Donc, c'est le numéro 2 des Virunga sous Emmanuel de Mérode. Et il jouit d'une renommée internationale comme l'un des plus grands sauveteurs de gorilles au monde. Et en 2019, M. Innocent a reçu le prix Schuman, un prestigieux prix européen dans la catégorie biodiversité, climat et énergie. Peu après avoir été mis sous les feux des projecteurs par l'Union européenne, Innocent a suscité une vive controverse. Il était soupçonné d'avoir tiré sous la menace d'une arme sur Denise Surubongo, alors âgée de 20 ans, la blessant grièvement de 2 balles. Serubongo affirme avoir été violée par lui à l'âge de 15 ans, avoir eu un enfant avec lui et avoir avorté à plusieurs reprises. Selon un journaliste local, Serubongo n'était pas la seule victime présumée de Innocent. Dans le village, il s'était forgé une réputation d'abuseur de femmes et de filles. Pourtant, il n'a pas été poursuivi en justice, mais il a été transféré dans un autre parc. La journaliste allemande qui a révélé l'affaire, Simone Schlindwein, dépose des solides indices de corruption. Elle a demandé à l'Union européenne si des graves allégations à un niveau aussi élevé étaient affectées à un soutien au parc de Virunga. Un porte-parole a répondu que le comportement individuel de Innocent était conforme au droit congolais et ne justifie pas la suspension du partenariat pluriannuel entre l'Union européenne et le parc des Virunga. Donc, comme d'habitude, merci l'Union européenne de ne rien faire ou de laisser faire des connards. Les conclusions de Follow the Money concordent avec les recherches à long terme menées par Esther Marainen et Judith Verbeyen qui ont interrogé quelques 700 personnes autour du parc au fil des années. Elles affirment que la population a peu progressé en 20 ans. D'autres chercheurs sont parvenus à la même conclusion. Néanmoins, la Commission européenne continue de soutenir le prince. Plus tôt cette année, Emmanuel de Mérode a même présenté un nouveau plan auquel il est étroitement associé. Un corridor vert doit être construit à travers le Congo. Une zone aussi grande que la France, avec plus de 30 millions d'habitants, doit être transformée en réserve naturelle. La Commission européenne souhaite contribuer à la croissance économique verte et a déjà engagé plus de 80 millions d'euros dans le cadre du programme de développement Global Gateway. L'Union européenne entend également contribuer à l'extension de la capacité de l'une des centrales hydroélectriques. Donc c'est pas fini, quoi. En réponse, la direction du parc des Virunga a déclaré que Emmanuel de Mérode ne joue pas officiellement de rôle dans le projet du corridor vert. Il ne serait que l'un des 20 experts de l'équipe chargée de l'élaboration du plan. Mais donc il est lié quand même. Cependant, Emmanuel de Mérode est mentionné comme personne de contact sur une brochure officielle et il a lui-même annoncé le projet lors du Forum économique mondial en début d'année.
Bien sûr, c'est une belle histoire que raconte Emmanuel de Mérode. On a envie d'y croire et d'espérer que sa mission réussisse, déclare Esther Maren. Le marketing est fantastique, avec ce documentaire Netflix en plus et ses gorilles charismatiques. Comment l'Union européenne vérifie-t-elle si tout va réellement bien? À ma connaissance, aucune évaluation à grande échelle n'a jamais eu lieu au parc de Virunga. La réponse à une question sur le mécontentement généralisé à l'égard de la gestion du parc suit le récit de Emmanuel de Mérode. Le parc national des Virunga et sa gestion ont créé des opportunités économiques pour des communautés locales, écrit un porte-parole de l'Union européenne. Un emploi sur 9 créé autour du parc a été attribué à un ancien milicien, ce qui montre clairement que notre modèle des Virunga contribue effectivement à la stabilité de la région. Le prince n'a pas souhaité être interviewé par Apache. Donc voilà, clairement. Donc on a une guerre, un génocide, des massacres au Congo, et on a des petits princes belges qui viennent se croire en héros et en grand-père du Congo, et que c'est lui qui va sauver, quoi. C'est ouf. Encore un projet mal fait par des blancs sauveurs dans des endroits où où on leur a rien demandé. Ben oui, exactement. Merci, merci Xaliena. C'est exactement ça, quoi. Vraiment, cassez-vous du Congo, quoi. Vraiment, le Congo, ils ont déjà assez souffert de la Belgique, quoi. Genre, j'ai honte qu'il y a encore des Belges qui se croient des sauveurs du Congo et qui vont aller foutre la merde là-bas, quoi. C'est d'une, c'est d'une dégueulasserie. 70 ans après la décolonisation, il y a encore des princes belges qui viennent imposer leurs lois et faire de la violence aux Congolais, quoi. Mais quelle disgrâce, quelle honte! Même logique que le volontourisme. Oui, oui, même logique néocoloniale et white saviorisme. Mais bon, je préférais quand même que. Bon, c'est problématique dans tous les sens, mais je préférais quand même que le prince aille planter 3 arbres, je sais pas où, qu'il soit à la tête d'un parc et qu'il laisse des rangers violer des gens, quoi. Genre, il y a quand même. Point de vue, mais je condamne totalement aussi le volontourisme et le white saviorisme qui est là derrière, ça on est d'accord, hein. Voilà quoi, merci, merci la noblesse belge pour bien nous représenter à l'international. Franchement, je pense que les Congolais doivent être bien contents de la Belgique. Je pense qu'il était déjà, hein, vu qu'on leur a apporté la civilisation et les routes et tout ça, ben, je pense que les Congolais, ils nous adorent, ils nous adorent. Merci Emmanuel de Mérode, merci Léopold II, merci les mains coupées, merci l'esclavage. Super, 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 super.